Bonsoir à tous. Avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez me faire signe et me dire que vous entendez bien le son et que le micro est bien branché? Faites un petit pouce ou un truc comme ça. C'est bon? Tout le monde est OK? Super! Bon, merci à tous d'être là pour cette deuxième émission de Viens voir le doc, une émission sur les troubles alimentaires, on va en discuter. Mais juste avant, Viens voir le doc, c'est un live thérapeutique, c'est une émission sur le vivant, la psychologie, la thérapie et le lien à l'humain. Vous allez retrouver pendant 1 heure des échanges sur des problématiques psy, sur des échanges, des interactions, et peut-être même on fera des expériences en fonction de ce qui se passe. Bref, un espèce de guide de survie à la jungle humaine. Donc, bienvenue ce soir. Ce soir, on va donc parler troubles du comportement alimentaire. Et juste avant de commencer, pourquoi cette soirée? Pourquoi parler de troubles du comportement alimentaire? Je vais vous raconter juste une petite histoire. Je viens d'entendre un bruit qui fait drung. Ah d'accord, ok. Vous voyez pas, mais en fait, Olive est derrière et il est en train de bouger dans tous les sens. Je me dis, merde, il y a un problème. Donc je reviens sur mon histoire. Je suis une jeune femme très sportive depuis maintenant à peu près 1 an. Et elle vient me voir pour des problématiques liées à de la peur et des choses comme ça. Et elle a vécu quelque chose d'un peu problématique et depuis 6 mois, elle a recommencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. En gros, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle ne se sent pas bien, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Ces troubles-là, elle les avait quand elle était gamine et puis à l'âge adulte, ça s'est calmé. Alors, on verra pourquoi ça s'est calmé, on verra ce qu'il y a derrière justement. En tout cas, là, ça s'est réenclenché suite à une séparation, suite à un déménagement. Aujourd'hui, elle est toute seule et dès qu'elle traverse des périodes compliquées, elle se met à manger. Le problème, c'est qu'elle est très sportive. Elle a également une image d'elle-même où elle essaye de faire énormément attention. Elle n'a pas une haute estime d'elle-même. Et depuis qu'elle a repris ses comportements, en fait, elle a pris 5 ou 6 kilos. Et elle vient me voir, on a commencé à travailler sur ça, elle voudrait que ça aille plus vite, moi j'essaie de lui faire comprendre d'où ça vient, on fait un vrai travail dessus. Et un jour elle vient me voir en me disant voilà, Alain, j'en peux plus, j'ai ces 6 kilos en trop, bien entendu quand elle mange, elle va essayer de compenser en faisant du sport, enfin elle a tout un espèce de schéma pour essayer de tenir là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé, elle me dit j'arrive plus, je vais prendre un programme alimentaire. J'ai vu un coach sportif sur internet, moyennant plusieurs centaines d'euros, il va me faire un programme alimentaire, je vais pouvoir prendre du poids. En plus de ça, il va m'accompagner et il est spécialisé dans les TCA. Elle me dit vous en pensez quoi? Je lui dis écoutez, moi si je vous dis vraiment ce que j'en pense, ça va pas vous plaire. Je pense que votre problématique c'est pas la nourriture, la problématique c'est pas de vous cadrer, je pense qu'il y a autre chose derrière. Et bien entendu, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, elle a payé plusieurs centaines d'euros pour un programme alimentaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle a commencé son programme alimentaire et la première semaine, comme c'est nouveau, comme elle se tient, comme il y a le sport, comme en plus elle a un peu la motivation du coach qui lui envoie 2-3 messages, elle perd 2 kilos. Elle est super contente au début, ça se passe bien, jusqu'à un soir où elle rentre chez elle après le boulot, elle ferme la porte, elle a passé une journée difficile, elle est toute seule à la maison, et là, elle se claque une crise de boulimie, elle commence à manger, etc. Rentre dans le cycle, elle s'en veut, elle n'est pas bien, et puis là, le programme déraille. Elle envoie un message à son coach en lui disant « ça va pas », etc. Et le coach lui dit, grosso modo, écoute, si tu n'es pas capable d'avoir un peu de volonté et de tenir le programme que je t'ai fait, franchement, c'est que tu as un mental de chips. Et elle, forcément, ça la met encore plus mal. Elle essaye encore plus de se contraindre, ça tient encore moins, ça pète dans tous les sens, elle recommence à faire des crises de boulimie, les 2 kilos qu'elle a pris, elle en prend 3. Et plus elle échange avec le coach, plus le coach lui dit qu'elle doit changer de vie, qu'elle n'est pas assez forte mentalement, que... Et là, elle revient me voir 3 semaines après, en pleurs.
Et elle me dit, je comprends pas, il était soi-disant spécialisé dans les TCA, mais moi, j'ose même plus l'appeler, Et moi, je me suis arrêté, là, ça m'a vraiment énervé. Vraiment énervé parce que c'est prendre les gens pour des cons. Et l'intervention de cette personne-là, c'est même pas le fait qu'il y ait pris plusieurs centaines d'euros, c'est que non seulement son intervention, elle n'est pas pertinente, mais en plus de ça, il a juste fait qu'aggraver les conséquences, qu'aggraver les symptômes, et il l'a plongé encore plus dans la boucle. Donc on va parler de troubles du comportement alimentaire. Et comme j'ai pas envie de jeter la pierre sur les coachs sportifs, j'en étais un. Ce soir, j'ai décidé d'inviter un coach sportif que je respecte énormément, un coach sportif avec qui je travaille maintenant depuis des dizaines d'années. Pour la petite blague, je l'ai rencontré à l'époque où moi j'étais préparateur physique au RCT. On s'est croisés, on a de suite matché, on a de suite travaillé ensemble. Et pour la petite blague, aujourd'hui, c'est mon coach personnel, c'est lui qui me coach pour faire du snatch. Et il me suit également sur ma diète. Je voudrais que vous accueilliez Faisal El Amraoui avec moi. Ah ouais, t'es en retard. T'as pas été sur le timing. Bonsoir. Donc, tu regardes où? Tu regardes en face, c'est la caméra qui est là. Okay. Super. Je vais te laisser te présenter dans un instant. Juste, l'idée c'était, si on parle de troubles du comportement alimentaire, moi j'avais envie de parler du côté psy entre guillemets, mais c'était également hyper intéressant que vous ayez quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur la nutrition et qui a vraiment une vision avec laquelle je suis complètement en accord, en tout cas sur l'accompagnement des TCA, et c'est de ça dont on va parler. Je te laisse te présenter. Bonjour, bonsoir plutôt. Faisal, je suis coach sportif depuis 17-18 ans, je compte plus trop. Effectivement, on s'est rencontrés avec Alain au RCT à l'époque où il était préparateur physique. À un moment donné dans mon parcours, il a fallu que je m'attarde sur la nutrition parce que c'était un élément essentiel. Et depuis une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Donc j'accompagne des sportifs de haut niveau, des boxeurs, des rugbyman. J'accompagne monsieur et madame tout le monde, bien évidemment. Et depuis à peu près 3-4 ans, j'accompagne des gens qui ont justement des troubles du comportement alimentaire. Et de ce fait, on a travaillé ensemble, on a échangé avec Alain, puisque je pars du principe que chacun doit avoir un petit peu son volet. Donc à un moment donné, quand je voyais que ça prenait des proportions plus, on va dire, psychologiques, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Alain, et voilà. Donc depuis, dès que moi j'ai des personnes qui ont ce type de symptômes-là, je les renvoie vers Alain, donc on essaie de travailler ensemble en synergie là-dessus. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, Faye, c'est un des premiers coachs, parce que je connais bien le monde du sport, et c'est un des premiers coachs, alors il y en a plein d'autres, hein, mais qui de suite a commencé à se dire merde, mais en fait, il n'y a pas que la nutrition. Tiens, il se passe ça, il se passe ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu as quand même un gros background dans la préparation physique. On s'est connus RCT, tu as vraiment des joueurs pros, etc. Et toi, très vite, tu t'es rendu compte que le mental, et en tout cas le psychologique, avait un impact. Et même toi, tu es un ancien, entre guillemets, sportif de haut niveau aussi. Hein. Tu es monté sur le ring, tu as fait plein de trucs, et tu as vu l'impact que ça avait. Tout à fait. Donc ce soir, on va parler des TCA. Avant de vous expliquer ce que sont des TCA, vous allez voir que je vais essayer de vous expliquer d'un point de vue un peu théorique, et puis je vais rentrer sur le détail avec des choses sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord. Moi, ma première question, comme ça va lancer le truc, dans tes diètes, ça a été quoi l'impact des TCA? Concrètement, toi, parce que, encore une fois, c'est bête, on n'a pas mené d'image, mais moi j'ai vu plein de photos, par exemple, tu as 2 ou 3 boxeurs en ce moment, enfin les résultats ils sont ouf en l'espace de peu de temps, quand les mecs ils tiennent, etc. Mais bon, les boxeurs sont des gens qui ont des mentalités un peu particulières, qui sont très guerriers, tu leur dis tu fais ça, ouvre la fenêtre, ils sautent, ils ouvrent la fenêtre, ils sautent. On est d'accord? C'est presque ça. Ouais, c'est presque ça, d'accord. Okay. Mais par contre, toi, la première fois où tu as touché ça, quel impact ça a eu sur l'ensemble de ton coaching en fait? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'efficacité? Enfin bref, comment un peu tu t'es pris, je vais le dire un peu vulgairement, les TCA dans la gueule en fait? Alors concrètement, si tu veux, tu es confronté à des clients qui viennent te voir pour une diététique, dans un premier temps pour perdre du poids.
aussi bien des filles que des garçons, hein, bien évidemment. Et tu te rends compte au fur et à mesure que tu avances dans la diète qu'à un moment donné, il y a des... Alors, moi, le fait de le faire depuis X temps, je sais qu'au bout de 2 mois, je peux atteindre tel ou tel résultat en fonction de la personne. Ouais. J'ai un questionnaire très bien réfléchi pour voir un petit peu les antécédents. Voilà. Je bosse avec des prises de sang, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas bosser à l'aveugle. Alors, excuse-moi, ça je te coupe. Ça, on va y revenir. Ça, pour moi, c'est hyper important, justement. Face à ce truc-là sur la nutrition, où à un moment donné, ils bossent pas du tout à l'aveugle, et ça, c'est important, parce que, on le verra ensemble, mais la notion de macro et micronutriments, c'est pas suffisant, en fait. Non. Voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'avais ça. pas de souci. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, la diète, elle fait ça, les clients ou les clientes reprennent du poids. Et quand tu vas creuser un petit peu plus, parce qu'au fur et à mesure, tu essaies de questionner, tu te rends compte que il y a des comportements alimentaires qui sont j'ai fait un écart à tel moment, j'ai fait... Et au fur et à mesure qu'on avance, tu te rends compte qu'il y a une partie émotionnelle et compagnie. Ouais. Donc, moi, si tu veux, à un moment donné, quand je vois que c'est trop lourd, je passe la main. C'est là où toi, tu interviens. Une fois qu'on arrive à bosser ensemble, je me suis vite rendu compte que au plus j'ai apporté une alimentation saine, on va y revenir après, au plus j'avais ce genre de symptômes-là qui commençaient à s'estomper progressivement. Le dénominateur commun de toutes ces personnes-là, c'est une alimentation inflammatoire. C'est-à-dire que tout ce qu'elles vont ingérer va créer une inflammation dans l'organisme et forcément va en découler des symptômes psychiques. Okay. Voilà. Ça va être du stress, ça va être de l'anxiété, ça va être des troubles du sommeil, ça va être de la fatigue chronique. Voilà. Donc, moi, je te coupe. Si je résume ce que tu me dis, en gros, toi, quand tu mets une diète en place, tu as un questionnaire. Déjà là, ça te permet de voir si la personne elle est dans les clous ou pas. Tout à fait. Je suppose qu'il y a plein de personnes que tu accompagnes qui sont même pas conscientes qu'elles ont des TCA. Non. Il y en a certaines qui ils passent au travers. J'ai un cas en tête en fait, c'est pour ça que voilà. Et une fois que tu lances ta diète, j'allais dire, ce qui va te permettre de savoir si tu es dans les clous ou pas dans les clous, c'est les résultats que tu vas avoir. Et si à un moment donné ça chie quelque part, tu vas te rendre compte et là tu vas pouvoir creuser, etc. La deuxième chose que tu me dis, c'est que par contre, la nourriture, ça a également un impact sur tes comportements. Ça, on va y revenir après. Ça va être la deuxième partie. Je sais que tu as envie d'aller là-dessus, on va y aller. Moi, je veux vraiment d'abord qu'on parle des TCA et pareil, ce que Face vous a pas dit, c'est que tu es coach de CrossFit, c'est-à-dire que tu as une box de CrossFit, c'est-à-dire que tu vois énormément de monde passer, etc. C'est quoi, toi, l'impact des TCA? Comment tu les vois au quotidien? Quel impact ça a sur la vie des gens? Est-ce que, par exemple, quand tu vois une personne rentrer dans ta salle, quand tu vois une personne s'entraîner, même si tu ne fais pas une diète, est-ce que tu vois des impacts de ça? Clairement, ça leur pourrit la vie. Ok, mais après, comment tu le vois, toi, au quotidien? Comment tu abordes ça? Est-ce que tu abordes ça même des fois avec eux? Comment tu fais ça? Pas forcément. Moi, je ne suis pas dans la démarche d'aller, on va dire... faut que ça vienne de la personne. Ouais. Parce que je pars du principe que... j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'elle soit motivée, mais la personne, si elle a envie de s'en sortir, il faut que ça émane d'elle. Et voilà. Moi, je vois ça parce que j'ai le même accord avec lui. Hein. On appelle ça la responsabilité. Ouais. Voilà, il faut que ça vienne de la personne. Elle vient, elle entreprend une démarche. Alors attention, des fois, il y en a qui pensent entreprendre une démarche, mais qui sont dans le déni complet. Voilà. Là-dessus, je suis assez direct, on va dire, parce que je perds pas de temps. Ah, attendez. On a un souci. Il y a un petit problème de caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai un truc? Non. Elle s'est éteinte, à mon avis. On revient, n'ayez pas peur, tout va bien. Tout va bien. Toti. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est la deuxième. Non, celle-là, elle marche. Ah, celle-là marche. Non, c'est celle-là qui marche pas. C'est la grande. Passe-moi en caméra 2 là. Oui. Passe-moi en caméra 2. Bougez pas, on a un petit problème technique. On arrive de suite. Ça y est, ça. Mais non, c'est pas revenu. Ça revient. Ah voilà, ça y est, c'est bon. En fait, la caméra s'est mise en veille. C'est pour ça que ça a chié. Parce qu'à mon avis, elle n'est pas en mode record. C'est pour ça qu'elle n'a pas dû passer. Faudra veiller à ça. À la limite, tu sais quoi, s'il y a du temps, on voit là en record. Hein.
Comme ça, voilà, comme ça au moins ça record, il n'y a pas de souci. Bon, désolé, je ne sais plus ce qu'on était en train de dire. J'ai perdu le fil aussi, tu me dis. Qu'est-ce qu'on Comment j'identifiais les gens quand ils viennent à la salle et, Ah oui, les impacts que ça a dans la vie de tous les jours. Ouais, on parlait de responsabilité, qu'en fait, Exactement. toi tu vas les accompagner s'ils viennent te voir. Ouais. Et dans 50% des cas, les gens sont dans le déni. Ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'insiste pas. J'essaie de proposer un panel de solutions dont tu fais partie. Et après, il faut que ça vienne de la personne. Malheureusement, aujourd'hui, tu as des gens qui s'achètent une conscience, qui vont prendre un programme, penser qu'ils vont perdre du poids, et qu'ils vont régler leurs problèmes en 3 mois, alors qu'ils font de la merde depuis 30 ans. Et là, c'est complexe, ouais. Et voilà. Donc non, en général, c'est les gens qui viennent vers moi et qui t'en parlent et qui m'en parlent. Ils voient un petit peu ce que je fais à travers les réseaux sociaux, ou le copain ou la copine qui est dans la salle qui a perdu X kilos. Et à ce moment-là, chez eux, ça réveille quelque chose et ils viennent me rencontrer. Ok. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément que ça aboutit. Ah non, mais ça après, tu l'as dit, c'est la responsabilité. Ouais, c'est ça. Il faut que les gens, on va vraiment en parler parce que on va commencer là-dessus. Ce sont quoi des TCA? Parce qu'en fait, vous allez voir que aujourd'hui, c'est la grande mode sur les réseaux. Vous avez des coachs spécialisés en TCA qui font des programmes spéciaux TCA. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes passent au travers sans véritablement comprendre ce que c'est. Donc, je vais vous faire un petit point. N'hésite pas à intervenir. Vas-y. Mais concrètement, les TCA, troubles du comportement alimentaire, quand vous prenez le DSM, qui est le livre qui définit les symptomatologies psychiatriques, qui essaie de définir les maladies. En fait, les troubles du comportement alimentaire, ils vont les classer en 5 grandes catégories, d'accord ? On a ce qu'on va appeler l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, en fait, refusent de manger et ils vont rentrer dans un hyper-contrôle de la faim. On pourra en parler après si vous voulez. Mais en règle générale, l'anorexie mentale, ça se démarre aux alentours de 14-16 ans et ça va jusqu'à 20-25 ans. C'est là la grosse période. En règle générale, ce sont surtout des femmes et ce sont surtout des personnes qui ont en règle générale un QI très élevé. Alors moi, je voulais pas le dire que c'était des femmes, mais c'est le cas. Moi, j'ai ça. Et tu l'expliques pas particulièrement ? Alors, si, parce qu'en fait... c'est surtout une notion d'image. D'accord. En fait, la problématique, c'est encore pété ? Ouais, celle-ci. Vas-y, regarde si c'est pas le HDMI. Le HDMI, mais elle s'est éteinte complètement. L'ordi, il est tordu, non ? Ah, j'ai l'impression qu'elle s'est complètement éteinte. Alors c'est peut-être l'alimentation. Bon, excusez-nous, désolé, on a un petit problème d'alimentation avec une cam. Je continue. Tu peux continuer. En fait, l'anorexie mentale, pourquoi ? C'est souvent une problématique d'estime et 99% du temps, alors là je vais vous parler de ma clinique à moi, de ce que moi j'observe, d'accord ? Mais il y a quasiment tout le temps derrière, je ne suis pas assez bien. D'accord. En règle générale, ce sont des guerrières, ce sont des nanas qui sont seules, qui se sentent seules et qui vont rentrer dans un hyper-contrôle. Faut comprendre que le truc... Quand tu es dans une boucle, je suis pas assez bien, tu vas essayer de tout contrôler, toi, etc., ton image. Et le truc absolu de contrôle, c'est la faim. Je sais pas si t'imagines, mais en fait, arriver à contrôler la faim, c'est un truc de dingue. Et elles en prennent une espèce de plaisir là-dedans. En règle générale, de toute façon, avec l'anorexie, mais toutes les formes de troubles du comportement alimentaire, il y a des problématiques d'image de soi. Les gens ne se voient pas tels qu'ils sont, d'accord ? Donc, on y reviendra si vous avez des questions. Je fais une parenthèse. Si à un moment donné vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir dessus. On y répondra. Donc, il y a l'anorexie mentale et ensuite il y a ce qu'on appelle la boulimie nerveuse. Alors, vous allez voir, c'est là où je suis pas vraiment ok avec le DSM. Moi, je vois les choses légèrement différemment. La boulimie nerveuse, ce sont quoi ? Ce sont, il le définit comme ça, des épisodes récurrents de boulimie. La boulimie, ça va être de l'ingestion en un temps très court d'une grande quantité de nourriture et avec des comportements compensatoires que peuvent être le vomissement, que peuvent être l'abus de laxatif, un excès d'exercice derrière un jeûne pour essayer de compenser la boulimie comme elle a eu lieu. D'accord ? Donc, en gros,
vous avez véritablement des comportements boulimiques qui vont apparaître à certains moments. Pour qu'il y ait boulimie, il faut vraiment qu'il y ait une récurrence, d'accord, une fréquence. Et en fait, quand cette boulimie apparaît, derrière, je vais avoir des comportements de compensation et souvent un sentiment de culpabilité et d'échec. D'accord ? Je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hyperphagies boulimiques. Alors là, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, quand ils commencent à manger, ils ne peuvent plus s'arrêter. C'est-à-dire que là, en règle générale, ça arrive vraiment sur les repas, il y a une espèce de perte de contrôle. C'est-à-dire que tu mets 2 € dans le jukebox et la sensation de faim, elle n'y arrive plus. Mais là, il n'y a pas d'effet compensatoire. D'accord ? Et pareil, il faut qu'il y ait un effet de récurrence. Ensuite, il y a 2 autres qui sont un peu moins, qu'on met de côté, qui dans nos têtes ne sont pas vraiment des troubles du comportement alimentaire. On va avoir ce qu'on appelle des troubles de l'ingestion d'aliments ou d'évitement d'aliments. Vous allez avoir des gens, par exemple, qui vont pas manger toute une forme d'aliments parce que pour eux, il risque d'y avoir une perte de poids ou il risque d'y avoir... Diaboliser, Ouais, je vais diaboliser un élément. Alors très souvent, tu vas avoir, je pense à un cas, tu vas avoir des nanas qui sont par exemple anorexiques. Puis elles vont commencer à sortir de l'anorexie, mais par contre elles vont virer les glucides. C'est exactement... Voilà, donc en fait tu vas commencer à rentrer dans je mange que ces aliments-là. Tu vois par exemple la nana dont je parlais dans l'histoire tout à l'heure, elle, son truc à elle, pas son caramel en deux, hein. Son truc à elle, c'est véritablement de manger que des produits sains. D'accord. Elle va manger des cacahuètes, des fruits secs, elle va manger des graines, elle va manger des barres de protéines. Par contre, quand elle fait des crises de boulimie, elle mange ça. Et elle mange que ça. Mais quand ça pète en fait. Tu vois. Et enfin, le dernier, ça va être ce qu'on appelle des troubles de la rumination, des troubles non alimentaires spécifiques, etc. Alors là, il peut y avoir de tout, hein, d'accord. Tu vas par exemple, avant de manger un truc, tu vas y cogiter pendant des mois, tu vas bouffer énormément de chewing-gum. Enfin, il y a plein de... C'est des troubles divers, on ne sait pas trop où les classes on les met dedans. Je vais faire juste une petite parenthèse, je reviens vraiment sur la boulimie, parce que c'est là où je ne suis pas d'accord. En gros, dans le DSM, si on met les 2 derniers qu'on a mis de côté, vous avez l'anorexie mentale, vous avez la boulimie et l'hyperphagie. Pour moi, dans la boulimie, ce qu'ils appellent la boulimie nerveuse, il y a vraiment un truc à séparer en 2. Il y a les formes de boulimie classiques, avec des effets compensatoires, du sport, etc. Mais là, ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont avoir un stress, ça va péter, mais ils peuvent se tenir. Je vais passer devant la boulangerie. Ils vont manger et ils vont essayer, par un comportement, d'atténuer ça ou pas. Ça, c'est mon expérience clinique. Et moi, je mets dans une deuxième catégorie ce qu'on appelle les boulimies avec vomissement. Quand vous travaillez là-dessus, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes et c'est complètement différent en fait. Et en fait, une personne qui fait de la boulimie avec vomissement, c'est très particulier parce qu'il y a un rituel. C'est-à-dire, elle va manger, elle va préparer ce qu'elle va manger, elle va préparer la manière de vomir et même dans le fait d'aller vomir, c'est entre guillemets ritualisé. Et il y a la sensation de me sentir pleine, et derrière, il y a une espèce de jouissance dans le fait de me sentir vide après derrière et d'avoir contrôlé tout ça. J'en ai une en ce moment. Voilà. Et ça, pour moi, les boulimies avec le vomissement, c'est presque ce qu'il y a de plus compliqué à traiter. Parce qu'en fait, la personne, elle a vraiment on va le voir ensemble, hein, j'ai la solution A, je me sens vide, et super, j'ai la solution A. Et en fait, ça tourne, ça s'alimente tout seul. Et pour arriver à sortir de là, c'est hyper complexe. Pareil, d'expérience clinique, boulimie avec vomissement, quasiment que des femmes. Anorexie, quasiment que des femmes. Crise de boulimie classique, un peu des deux, mais plus des femmes. Hyperphagie, plus des hommes, moi, dans mon expérience clinique. Donc voilà un peu comment ça se joue. Et il y a un truc à comprendre avec les boulimies, avec les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'en fait, ce sont des addictions. C'est-à-dire que quand vous allez traiter ça en thérapie, très souvent, les thérapeutes que vous accompagnez, alors on va discuter un peu de toutes les formes de thérapie qui existent, on va voir un peu comment ça se passe, mais très souvent, les thérapeutes traitent ça comme un trouble à part entière, comme, dans ma vision des choses, en fait, un trouble du comportement alimentaire, c'est une addiction avec une substance que je ne peux pas éviter.
Et c'est là le problème. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des personnes qui boivent de l'alcool, qui fument, quel que soit le type d'addiction, il y a un moment donné où la personne, quand elle va pouvoir se sevrer en fonction du travail qui est fait, elle va éviter le produit. Tu fais comment pour arrêter de manger? T'es mort. Ah, c'est compliqué. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la thérapie, ce qui est super complexe, super complexe, c'est vraiment qu'en fait, c'est une addiction avec un produit que jamais je ne peux éviter. Donc en fait, travailler sur le lien au produit et éviter le produit, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. C'est complexe, c'est impossible. Techniquement. Après, pour moi, dans ton rôle à toi, c'est d'essayer de faire, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de dédiaboliser. Voilà. Après, enfin, moi, c'est mon rôle aussi, parce que ce que tu évoquais tout à l'heure sur les glucides, j'ai beaucoup de gens qui sont persuadés de devoir couper les glucides pour perdre du poids. Pour eux, couper les glucides, c'est synonyme de perdre du poids. Donc, tu as des gonzesses qui débarquent, qui disent, moi, je suis en hyperprotéiné. Dans mon questionnaire, c'est le premier truc que je demande, c'est est-ce que dans les antécédents, est-ce que vous avez fait des régimes? Si oui, lesquels? Et si dedans, par malheur, j'ai un régime hyperprotéiné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a coupé les glucides, ou on a réduit de manière drastique les calories, forcément derrière, pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est des gens qui ont... qui sont en contrôle en fait. Qui sont hors contrôle, de deux qui ont complètement bousillé leur métabolisme. Donc avant même d'attaquer une perte de poids, etc., il va falloir qu'on recalibre le métabolisme, qu'on fasse redémarrer le métabolisme, et derrière ensuite on va pouvoir, sur une base saine, pouvoir travailler. Il n'y a plus de caméra. Si, ouais, ça a tapé la caméra. Juste, ça marche. Okay. Tu sais ce que c'est à mon avis? Il faut peut-être... Ouais, il faut que tu cherches les batteries. Elles doivent être dans la poche de devant en fait. Mais après, effectivement, par rapport à ce que tu disais, à partir du moment où la personne a son rituel, entre guillemets, elle pense être dans le contrôle, puisqu'elle mange en quantité de ce qu'elle veut et pas de ce qu'elle peut. Derrière, elle se fait vomir. Mais là où c'est compliqué pour nous, c'est quand ces personnes-là arrivent, on va dire, un peu au cas critique, c'est-à-dire que parce qu'au bout d'un moment, les nutriments, tu les assimiles pas, les vitamines, les minéraux, tu les assimiles pas. D'un point de vue hormonal, c'est la dégringolade. Donc ces personnes-là, elles arrivent au dernier moment où voilà. Alors ce qui est important, ce que tu dis, c'est qu'en fait, une addiction, c'est quoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, il faut le voir comme une addiction pour justement comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi un programme, ça ne peut pas fonctionner? Parce que une addiction, c'est quoi? Une addiction, c'est à un moment donné, c'est une tentative de solution d'un problème relationnel, d'un vide relationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans toute addiction? C'est que je vais trouver dans le produit que je vais consommer un apaisement, une sécurité, une réassurance qui ne m'est pas donnée par un lien en principe que je devrais avoir. Et ce qui est important de comprendre dans les addictions, c'est que dans une addiction, ce n'est pas le produit le problème, c'est la relation au produit. On a tous des gens autour de nous qui sont capables de fumer une dizaine de clopes dans une soirée et qui n'en touchent plus une pendant... Moi, mon meilleur ami, il est comme ça. Mon meilleur ami, il est capable de se taper un paquet de cigarettes et plus jamais. Il rend dingue tous les fumeurs qui existent. Mais parce qu'en fait, encore une fois, ça vous montre bien que la problématique, ce n'est pas le produit, c'est pas la consommation du produit, c'est le lien que j'entretiens avec le produit et ce qui vient combler derrière. Et dans une addiction, quand on travaille sur une addiction, je dis souvent qu'il y a 5 piliers à comprendre. Une addiction, il y a d'abord la chimie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le produit que je vais prendre va avoir un impact sur la chimie. Sauf que tous les produits n'ont pas un impact chimique. C'est qu'à un moment donné, je ne vais pas accompagner une personne qui boit 2 verres de vin tous les soirs de la même manière que j'accompagne une personne qui s'envoie 1 litre de whisky dans la tête tous les soirs. Les impacts chimiques ne sont pas les mêmes. La première, si je la sevre d'un coup, ça tiendra. La deuxième, si je la sevre d'un coup, il y a décompensation physiologique et il peut y avoir des gros problèmes derrière. Oui, tout à fait, oui. Mais par contre, la chimie, ça n'explique pas tout. Et d'ailleurs, c'est la vraie problématique. On pense très souvent que, par exemple, le tabac, la problématique, c'est la chimie. Non. Donc, il y a la chimie à prendre en compte. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est fait de telle manière que va y avoir un déclencheur, je me sens pas bien, je vais consommer le produit va déclencher un apaisement et je vais créer ce qu'on appelle une boucle de renforcement parce que j'ai appris que ça fait du bien et je renforce. Ça, c'est quelque chose de très complexe. On appelle ça du craving, on appelle ça les boucles de récompense. Le craving, c'est l'envie, c'est ce qui vous pousse à aller vers le produit. Et aujourd'hui, en thérapie brève, on travaille à 80% là-dessus. C'est très intéressant, sauf qu'encore une fois, ça ne fait pas tout. Parce qu'en fait, pour arriver à casser une boucle comme ça, on ne peut pas casser une boucle, en fait. C'est ça le problème. On peut soit faire en sorte de changer le déclencheur, soit changer la réponse au déclencheur. D'accord ? Je vous donne un exemple, ce qu'on fait énormément, en règle générale, en hypno, c'est qu'à un moment donné, en hypno, bascule les caméras. Ouais. C'est à un moment donné, en hypno, on va soit enlever la cigarette et la remplacer par un verre d'eau, soit on va faire en sorte de travailler sur les déclencheurs pour que les déclencheurs n'arrivent pas de la même manière. Tu rentres dans ta voiture, tous les jours tu t'allumes une cigarette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire tu mets ton paquet de cigarettes dans la voiture. Ça fait que quand tu rentres dans la voiture, en fait, tu vas pas avoir le produit directement. Tu vas mettre du temps. La personne elle est obligée de s'arrêter, d'ouvrir le coffre. Donc, on passe d'un comportement inconscient à un comportement dit volontaire. Bref, il y a plein de manières de travailler sur les boucles, mais c'est pas tout. Les 3 autres choses sont essentielles quand on parle d'addiction. Premièrement, c'est que il n'y a pas d'addiction s'il n'y a pas une blessure. Je veux dire, à un moment donné, tu vas pas te balader avec des béquilles si tu n'as pas une entorse du genou. Et donc moi, une personne qui vient me voir en thérapie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse comme ça, si tu bosses pas sur l'entorse du genou, tu peux pas enlever les béquilles en fait. Et toute la problématique de beaucoup de thérapeutes et beaucoup de coachs, tu vois, quand t'engueules ta nana parce qu'elle n'a pas été capable de tenir son programme alimentaire, tu es juste en train d'essayer de lui arracher les béquilles et lui dire cours avec ton entorse. Ça peut pas fonctionner. Et les 2 derniers, c'est qu'à un moment donné, une addiction, il y a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Un bénéfice secondaire, c'est quoi ? C'est-à-dire que le bénéfice primaire d'une addiction, c'est que par exemple, je vais boire et ça va avoir un effet anxiolytique. Ça, c'est l'effet primaire. Mais par contre, bizarrement, je pense à un cas, j'ai 22 ans, je suis chez ma mère est toute seule, ma mère est terrifiée à l'idée que j'aille pas bien, etc. C'est elle qui me paye l'alcool. Et moi, je bois. Le problème, c'est que si demain j'arrête de boire et que je vais mieux, à 22 ans, je vais commencer ma vie. Mais le problème, c'est si je commence ma vie, ma mère va pas être bien. Et ma mère est seule. Donc le bénéfice secondaire de l'alcool, c'est de faire en sorte que je n'abandonne pas ma mère. Et donc ça, c'est important à prendre en compte en thérapie. Et enfin, last but not least, et ça tu en as parlé tout à l'heure, le 5e élément sur une addiction, c'est la notion d'engagement et de responsabilité. Et alors là, c'est là où on va vraiment prendre le temps. Une personne qui a une addiction, comme un trouble du comportement alimentaire, sa responsabilité, ce n'est pas d'essayer d'arrêter son trouble du comportement alimentaire. C'est par contre de travailler thérapeutiquement sur les blessures pour sortir de là. C'est ce que toi tu dis à un moment donné, moi je donne des clés aux gens, ils les prennent pas, ils les prennent ou ils les prennent pas. Complètement. Par contre, et là je vais revenir sur les troubles du comportement alimentaire, le propre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est le contrôle. Et toi quand tu fais des programmes, qu'est-ce que tu demandes implicitement aux gens ? D'avoir du contrôle sur l'alimentation. Donc quand j'ai une problématique de contrôle et que je mets un programme alimentaire où il y a du contrôle, et quand la personne n'arrive pas à contrôler parce que c'est sa problématique et que tu lui dis t'es une merde parce que tu ne contrôles pas, tu fais juste qu'augmenter les boucles psy. Donc c'est ça qui est important à comprendre. La problématique dans un trouble du comportement alimentaire, c'est le contrôle. Et on ne doit pas travailler là-dessus. Et c'est pour ça que Faye, ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. C'est à un moment donné, quand il voit que ça bloque là-dessus, on va commencer à travailler sur ce qu'il y a derrière. Je passe le relais en général. Ouais. J'ai pas mal parlé. On va passer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Sur toi, ce que tu fais, sur comment ça marche avec le corps, les impacts, etc. Mais avant ça, ce que je te propose, on a une petite rubrique. Attends, il est pas prêt. On a une petite rubrique à vous proposer. On a envie de faire des reacts. En fait, Olive nous a préparé 4-5 vidéos et Face et moi, on les a pas vues. On va les découvrir en même temps que vous.
Et en fait, on va réagir à ce qu'on va voir, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que ça nous fait vivre, etc. Donc on vous propose des vidéos, on va les voir et on le découvre en même temps que vous, et après on réagit dessus, d'accord? Ça va permettre de souffler un peu et après on passe vraiment dans le truc. Cette séance d'hypnose, je vais te poser un anneau gastrique virtuel. Cela signifie que tu vas réduire énormément les quantités que tu manges et par conséquent, tu vas maigrir très rapidement, parfait pour l'été. Alors attention, cette vidéo contient des suggestions hypnotiques, il est donc important de l'écouter dans un endroit où tu es confortablement installé et en sécurité. Si ce n'est pas le cas pour le moment, like cette vidéo, enregistre-la et écoute-la quand ce sera possible. Aussi, l'idée de cette vidéo n'est pas de te faire... Alors merci Olivier, tu viens de mettre 2 € dans le jukebox et envoyer un des trucs les plus... Bref, je te laisse réagir en premier. Toi quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Vas-y. Bon. Et on est bien d'accord, ta spécialité c'est pas le psy, hein? Non, pas du tout. Ok, mais toi quand tu entends ça... Non, le seul truc qui m'énerve, en fait, c'est que on stigmatise le poids, on n'a que le poids dans la tête, on n'a que les chiffres dans la tête, au détriment de tout le reste. Là, dans ce qu'il dit, quand bien même il arrivera à le faire... C'est important ça. Non, mais... non, mais elle est importante cette phrase. Quand bien même y arriver, tu verras pourquoi. Mais quand tu prends des gens qui ont un anneau gastrique, dans 90% des cas, ils sont obligés de se supplémenter en vitamines, ils sont obligés de se supplémenter en minéraux, parce qu'à un moment donné, ils ont un estomac tellement réduit avec un bol gastrique, ils mangent l'équivalent d'un enfant de 2 ans. Donc oui, ils vont perdre du poids à vitesse grand V, mais au détriment de quoi? Si j'ai pas mes apports en vitamines, si j'ai pas mes apports en minéraux, si j'ai pas un équilibre hormonal, c'est la dégringolade. Donc ouais, super, tu faisais 70 kilos, tu vas en peser 50. Mais encore une fois, à quel prix? Et encore, combien il arriverait à lui mettre un anneau gastrique virtuel. Alors, moi, Olive me connaît super bien. Hein. Les anneaux gastriques virtuels, ça fait partie des martingales de l'hypnose, comme les arrêts du tabac en une séance. Ça, c'est un mec qui est sur Instagram, ça? Ouais. Ok, d'accord. Ah, cet enfoiré, il m'a envoyé que des trucs de TikTok, de machin et tout, justement. Enfin, tu vois, des hypnos, des thérapeutes, des machins. Je pense qu'ils vont peut-être avoir un coach sportif à un moment, tu vois, mais... L'anneau gastrique virtuel, en gros, c'est quoi? Pour le faire en version courte, l'hypno va vous faire des suggestions qui vont vous faire imaginer qu'on vous pose un faux anneau gastrique virtuel et grâce à ça, vous êtes plus capable de manger. D'accord? Alors déjà, comme tu l'as dit, il faut que ça fonctionne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les anneaux gastriques virtuels fonctionnent, entre guillemets, les suggestions fonctionnent dans 10% des cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une énorme capacité d'imagination et il faut croire à ça, il faut croire que l'hypno a un pouvoir, déjà, d'accord? Déjà, il n'y a que 10% qui fonctionnent. Mais imaginons que ça fonctionne. Imaginons que ça fonctionne. C'est ce que j'appelle des baguettes magiques. C'est-à-dire qu'en fait, je prends cet exemple-là, d'accord? Imaginez une nana qui est dans sa cuisine. Elle fait des crises de boulimie quand elle panique. Quand... je sais pas, moi, imaginons que quand elle se sent vraiment seule, ça génère des angoisses et la manière de gérer les angoisses, c'est de manger. Ok? Imaginez maintenant cette nana dans cette cuisine. Elle a fait son super anneau gastrique virtuel. Et là, d'un seul coup, il y a une crise d'angoisse qui apparaît, une crise de panique. Et là, ça commence à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Et elle ne peut pas manger. Et elle essaye de manger, elle peut pas, parce qu'elle a un putain d'anneau gastrique virtuel. Elle est complètement verrouillée. Mais là, il va se passer quoi, d'après vous? Soit elle s'arrache le sparadrap, quitte à s'arracher la gueule. Soit, à un moment donné, elle va décompenser par autre chose, elle va s'envoyer de la nourriture n'importe quoi autrement, tu vois, par le nez, par le machin, ou elle va décompenser avec de l'alcool ou autre chose. Ou alors, pire, elle va réellement décompenser psychologiquement, elle va s'effondrer. Et là, ça devient une catastrophe en fait. Ça devient une vraie catastrophe. Si on revient sur l'opération... Ah là, c'était pas l'opération, ouais, là, mais physique, les gens sont frustrés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mais bien sûr pas réglé le problème de fond. Ah ouais.
ils se retrouvent dans la situation que tu viens de décrire. Bon, ils vont se jeter sur la bouffe. Sauf qu'en fait, l'impact hormonal, il va être tellement moindre, ils vont pas avoir leur shoot, entre guillemets. Et effectivement, c'est catastrophique. Mais tu veux le pire en plus? C'est qu'aujourd'hui, les études ont montré. Alors, il faudrait que je vérifie, hein, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Mais alors, aujourd'hui, on fait quasiment plus d'anogastrique, on fait surtout des sleeves maintenant. C'est le truc. Avant, on faisait des bypass, les sleeves. Tu connais la différence? Ouais. Sleeve et tout, hein. Ok, pour que vous sachiez, un anogastrique pas virtuel, mais un vrai. En fait, on vous met un espèce de serre-joint sur le bide mais on peut vous l'enlever un jour ou l'autre. Tu peux même le régler. Tu peux le régler, effectivement. Maintenant, en plus, tu peux le faire de l'extérieur. Après, il y a ce qu'on appelait les bypass. Là, on bypassait complètement l'estomac. C'est-à-dire qu'on prenait l'œsophage, on mettait directement. C'était une horreur. On fait plus ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui reste, la sleeve, c'est on vous coupe une grosse partie de l'estomac, sauf que ça génère des problématiques physio-monstrueuses. Mais le pire, c'est que je crois, il faut que je retrouve le chiffre, mais je crois que 2 personnes sur 3 reprennent le poids. C'est-à-dire qu'il y a plus, il y a une adaptation. Il y a plus de 66% des gens qui reprennent le poids qu'ils avaient perdu parce que justement, on n'a pas travaillé sur ce qu'il y avait à travailler. Et c'est là qu'en fait, ça dégonfle complètement, en fait. T'en as une autre? Ouais. Donc oui, bien entendu, ce genre de truc-là, les hypnos avec les anogastriques virtuels, les hypnos qui vous promettent des baguettes magiques, enfin, vous savez ce que j'en pense, c'est une catastrophe. Hein. On va le voir, des addictions, il faut les bosser, en fait. Deuxième vidéo. Attends. Fois que tu as un craving, tu fais ça. Attends, ça prend on 15 pas. secondes. Attends. Tu vas voir, c'est simple et ça. Tu fais ça. Ça prend 15 secondes. La prochaine fois que tu as un craving, tu fais ça. Ça prend 15 secondes. Tu vas voir, c'est simple et ça change tout. Tu sais ce moment où ton cerveau te pousse à aller boire un verre. T'as pas coupé notre micro? La prochaine fois que tu as un craving, tu fais ça. Ça prend 15. La prochaine fois que tu as un craving, tu fais ça. Ça prend 15 secondes. Tu vas voir, c'est simple et ça change tout. Tu sais ce moment où ton cerveau te pousse à aller boire un verre. Tu te dis que tu vas résister, mais ton cœur bat plus vite, t'as les mains qui bougent et t'as déjà le verre en tête. Ce craving, il monte comme une vague, mais tu peux l'éteindre avant qu'elle te submerge. Tu vas voir, c'est ultra simple et ça marche, même quand t'as l'impression que t'en peux plus. Avant que je te montre, enregistre cette vidéo. Tu vas vouloir la ressortir. Ce que je vais t'expliquer, c'est un exercice de pleine conscience créé par la docteure Hélène Hendriksen, une psychologue spécialisée en troubles anxieux à l'université de Boston. Il vise à repositionner ton cerveau dans le moment présent en mobilisant tes 5 sens. Et c'est le parfait antidote au craving. Donc dès que le craving arrive, tu fais ça. Respire un bon coup et fais la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Tout d'abord, regarde autour de toi. 5 choses que tu vois. Tu les dis dans ta tête. La table, la fenêtre, ton téléphone, la lampe. 4 choses que tu peux toucher. Ton pantalon, tes cheveux, ta tasse, le dossier de ta chaise. 3 choses que tu entends. Une voiture dehors, le bruit de ton ordinateur, ma voix. 2 choses que tu sens. Ton parfum, le café. 1 chose que tu goûtes. Ta langue, ton verre d'eau, peu importe. Et tu... Ouais, je fais ça, moi j'ai niqué ma soirée. Hein. T'as remis le micro? Ouais. Alors après, ce qui revient constamment, c'est un peu un plâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que on règle jamais le problème de fond. Non, jamais. Et tu veux que je te dise le pire là? C'est que ces gens-là, alors j'ai rien contre ce monsieur, je le connais même pas, je veux même pas savoir, mais en fait, c'est proposer des choses qui marchent à l'inverse de notre physiologie. C'est même pas comprendre notre physiologie. C'est-à-dire qu'en gros, ce genre de méthode-là, elle marche bien quand sur une échelle de 0 à 10, ton craving, il est à 2, 3. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre un truc. Alors, le craving, c'est quoi? C'est le moment où ton corps, il te pousse, c'est l'envie de consommer le produit, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? Il faut savoir, je vais la faire en version courte, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais grosso merdo, vous avez 2 systèmes, d'accord? Au niveau de votre physiologie, au niveau de votre système nerveux. Vous avez ce qu'on appelle le système autonome et le système du contrôle exécutif, le système dit volontaire. Quand vous faites cette jolie méthode, je regarde 5 trucs, je respire, je machin. En fait, qu'est-ce que tu fais? C'est ton contrôle exécutif. C'est-à-dire que c'est avec ton néocortex que tu vas faire des choses de manière volontaire. Sauf que le craving, justement, et toutes les problématiques liées aux addictions et aux troubles du comportement alimentaire, ce sont des réponses autonomes.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est ton tronc cérébral et ton système nerveux qui, face à un danger, a mis en place une réponse pour te mettre en sécurité, pour te sécuriser, pour te rassurer. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Quand le danger apparaît, quand le stimulus lié au danger apparaît, ton système nerveux autonome commence à monter très fort et gueule. Et en fait, si tu fais ces jolies méthodes, tu essayes avec ton cerveau de gérer ton tronc cérébral et ton cervelet. Sauf que tant que la réponse elle n'est pas trop haute, ça marche. Mais quand tu es dans des phases de crise, le propre de ça, c'est de squeezer ton néocortex. On sait que dans notre contrôle exécutif, on a des fonctions d'inhibition justement de ça. Mais ces fonctions d'inhibition ne peuvent fonctionner que si lui, il gueule pas trop fort. Si tu es en phase de crise, tu peux faire ça ce que tu veux. Et le problème de dire ça aux gens, quand il y a un craving, ok, tu t'assois, tu respires et tu fais ton truc. Le problème, c'est que... Je pense même pas que la personne elle ait le réflexe. Mais déjà, elle n'a pas le réflexe. Mais même si elle essaye d'avoir le réflexe, elle va juste être poussée encore dans une zone d'incompétence. C'est-à-dire qu'elle se bat déjà, elle essaye de se battre volontairement contre son addiction, et là, tu lui donnes un truc à faire, elle n'arrive pas à le faire. Et in fine, elle va sortir de là en disant « Putain, mais je suis vraiment une merde, en fait. Hein. » Et donc, mettre du contrôle volontaire sur du contrôle autonome, c'est méconnaître comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ces techniques sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que les techniques de pleine conscience sont pas utiles, sauf qu'elles fonctionnent quand ton cerveau fonctionne. Quand ton cerveau, il fonctionne plus et que ton tronc cérébral, cervelet qui gueule, c'est mort en fait. Et tu l'as très bien dit, ce sont des pansements sur des jambes de bois. C'est pour ça qu'on va en parler en thérapie, c'est là qu'il faut aller en fait. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière? Ça te dit? Attends, hein. Tu me dis quand tu as coupé le micro. Unis avec le sport pendant tellement longtemps, mais tellement longtemps, si vous saviez. C'est un truc qui a été ancré, mais tellement profondément en moi depuis tellement longtemps, mais je sais même pas quand est-ce que ça a commencé. Je me souviens de remarques quand j'étais petite déjà, en mode « C'est bon, t'as bien fait du sport, tu vas pouvoir bien manger aujourd'hui, mais what the fuck ? What the fuck ? Enfin, je veux dire, j'ai le droit de manger même quand je fais pas du sport, en fait. Tu t'es bien dépensé, t'as bien mérité ton repas. » Ah ouais ? Et c'est tellement pernicieux, et c'est tellement là tout le temps, qu'on a l'impression que c'est normal, en fait, ce genre de remarques. Et ça t'apprend, en fait, que c'est ok. C'est ok de te purger avec le sport. Parce que oui, c'est ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'ensuite, on apprend que quand on a trop mangé, il faut qu'on aille faire du sport. Mais pas dans d'autres situations en fait. Juste quand on a trop mangé. Et se purger quand on a trop mangé ou quand on estime avoir trop mangé, bah c'est un trouble du comportement alimentaire. Et ça s'appelle la boulimie. Et personne ne se rend compte qu'on nous apprend dès tout petit à accepter des comportements alimentaires qui sont troublés et des comportements autour du sport qui sont troublés parce que tout le monde trouve ça normal. On se dit que la seule forme de purge qui est absolument inacceptable, c'est de se faire vomir, et on se dit que de faire du sport, bah c'est parfaitement ok en fait. Et en vrai, l'action de faire du sport après un excès, elle ne me dérange pas si c'est pour se faire physiquement du bien. Cette action-là ne me dérange. 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 Cette action-là ne me Attends. Ouais, désolé, t'as mis mon micro. Désolé, le temps qu'on arrive à switcher les micros, c'est pas évident tout le temps. Désolé pour les petits bugs et les petites latences qui peuvent y avoir. Je te laisse réagir. Moi, c'est assez complexe ce qu'elle évoque quand même. Je trouve. Début de la vidéo, j'étais pas trop d'accord. Sur la fin, je suis plus ou moins d'accord. Ouais, j'ai le même truc autant. Au début, je me suis dit, oh, ça peut. Et puis non, en fait, c'est intelligent. Non, tout à fait. Mais effectivement, c'est pourquoi tu fais du sport. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais du sport. Comme la raison, en fait, tu peux l'associer à un vomissement ou. Voilà. Donc, si c'est pour compenser, encore une fois, tu règles pas le problème de fond. Et attention, le sport peut être aussi addictif. Ah, mais c'est une addiction. Hein. Que McDo, que des donuts. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que la réponse hormonale, elle peut être tout aussi importante. Quoi. Bien sûr. Alors, effectivement, ce qu'elle dit, moi j'ai eu comme toi au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis non, en fait, c'est très intelligent et intéressant ce qu'elle dit. Bravo Olive, très bonne vidéo. Effectivement, à partir du moment où tu te sers du sport pour, en fait, c'est mort.
c'est mort. C'est comme les gens qui des fois viennent me voir et me disent, ah voilà, j'ai 10 kilos à perdre, je me mets au sport. Je leur dis surtout pas, surtout pas. Alors ils me regardent, je dis parce que, mais si vous faites du sport pour perdre du poids, vous tiendrez pas. Parce que la récompense de la perte de poids, elle va être dans 6 mois. Mais il va falloir tenir pendant 6 mois en fait. Sauf qu'en fait, tu peux pas faire du sport pour ça. Il faut que tu fasses du sport parce que ça te plaît, parce que physiquement tu te sens bien, parce que ça t'apporte des choses. Enfin, tous les deux, on fait ça depuis qu'on est comme ça. On s'entraîne encore 5 fois par semaine. Mais si on le fait, c'est qu'il y a des raisons. Mais effectivement, ça ne peut pas être un outil de compensation. Ça peut pas être un outil de perte de poids. C'est un outil de santé en fait, le sport. C'est ça qu'on oublie de dire. C'est pas un outil de compensation. Et là-dessus, elle a complètement raison. Et sa vidéo est bien. C'est un outil de santé. C'est un outil de longévité. C'est une habitude à mettre en place. Et ce qui est important, c'est de faire du sport et que le processus vous donne du plaisir. C'est-à-dire que vous aimez faire du crossfit, faites du crossfit. Vous aimez faire de la marche, faites de la marche. On s'en fout à partir du moment où tu bouges. Mais par contre, l'objectif, c'est de le faire avec une visée de santé et avec une association de plaisir dans le processus. Sinon, t'es mort, sinon jamais t'y vas. Enfin, nous, quand on s'entraîne le matin à 8h en mois de février qui fait moins de 18, il faut un minimum de... Tu vois, voilà. Comment on sort de là? Qu'est-ce que... moi, après, je vais en parler un petit peu du côté psy, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que la bouffe va avoir comme effet également sur les troubles du comportement alimentaire, mais d'une manière générale, sur la nutrition, sur la psychologie? On a des gens face à nous, qu'est-ce qu'on peut essayer de leur dire? Avec quoi ils partent, justement? Moi, je veux pas de baguette magique. Toi et moi, on sait très bien que c'est du long terme, qu'à un moment donné, si tu veux quelque chose, il faut un engagement. Qu'est-ce qu'on leur donne en fait? Qu'est-ce que toi, tu as appris? Qu'est-ce qui est utile qu'ils comprennent et qu'ils sachent? Bon, déjà, ce que tu disais, c'est que la seule chose déjà qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le facteur temps. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent je veux perdre tant de kilos au bout de... Tu sais, c'est un peu comme la gonzesse qui vient, qui te dit je te prends des heures de coaching. Et elle te sort une photo Instagram, elle te dit je vais être comme ça. Sans prendre en considération son point de départ, son morphotype, etc. La seule chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est facteur temps. Moi, le premier, comme je dis, quand les gens me demandent, je leur dis on va mettre en place des choses dans un mois, on va voir comment ton corps réagit, et en fonction, on va avancer step by step. Là aussi où c'est compliqué au niveau de la nutrition, ça va être le passif. Quand tu as un gamin de 25 ans qui débarque et qui a 25 ans d'inactivité physique, 25 ans de fast-food et compagnie, il faut être conscient qu'en 6 mois, on ne va pas régler les choses. Et, donc déjà, il faut vraiment, dans un premier temps, être conscient de ça. Après, on est dans une société où aujourd'hui, tout ce qu'on va bouffer va être préparé, industrialisé, ça va être... on a des composantes... pour moi, c'est vraiment une catastrophe dans le sens où, ce que je disais la dernière fois à un collègue, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact physiologique de ce qu'ils ingèrent. T'as un exemple de l'impact physiologique qu'il peut y avoir et donne-moi pour essayer d'illustrer ça. McDonald's. Ouais. Je fais un McDonald's par semaine. Ok, tu vas bouffer l'équivalent de 800-900 calories en un seul repas avec une bombe de sucre, parce qu'il faut savoir que tu as du sucre dans le pain, enfin tu as du sucre planqué un petit peu partout. Parce que les gens pensent que le sucre, c'est le sucre. Mais pour eux, ils ne voient pas du sucre dans les pâtes, ils ne voient pas du sucre dans le pain. Voilà. Aujourd'hui, dans la bouffe industrielle, on a du sucre planqué un petit peu partout. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais avoir un pic de sucre dans le sang, c'est-à-dire un pic de glycémie. Je vais sursolliciter mon pancréas, qui lui va me faire un gros pic d'insuline, parce qu'il va falloir qu'il compense. Ouais. Et derrière, qu'est-ce que je vais avoir comme... tu sais, c'est un petit peu comme le symptôme du petit déjeuner dit classique. Un jus de fruits, donc du sucre, du lait, j'ai du sucre, j'ai du lactosérum dans le lait, des céréales transformées avec du sucre transformé, et j'ai un coup de barre à 10 heures. En fait, tu as juste une réaction hormonale au pic de sucre que tu as eu dans le sang, une sécrétion d'insuline. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un taux de sucre qui monte très très haut,
ton pancréas va faire de l'insuline. Ok, jusqu'ici tout va bien parce que tu peux pas vivre avec un taux de sucre très haut, pardon. Sauf que ton pancréas, il va pas ramener la courbe à la normale. Il va la ramener très très bas. En bas, c'est là où on intervient, on a fatigue chronique qui va venir s'installer au fur et à mesure. On va avoir une dépression passagère. Ouais, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis à la machine. Il faut que j'aille prendre un café, il est 10h, je suis KO parce que j'ai mangé avant, j'ai eu mon pic. Et je vais avoir envie de sucre. Donc je vais rebouffer du sucre, je vais regrimper, je vais reboire un café par exemple, et je vais refaire ça, et ça, et ça, et ça. Tu fais ça tout le temps. Et je fais ça toute la journée. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça s'installe. Donc toutes ces phases où je suis en down, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus en down. Et au fur et à mesure, je ne suis pas bien dans mon travail, je suis fatigué, je suis tout en naze, et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut vraiment être conscient de ce qu'on ingère. Et le paradoxe, c'est qu'en 2025, on a des informations de partout, à portée de main. Et j'ai l'impression que les gens sont complètement désinformés. Alors, je te coupe, parce que ce que tu viens de dire, c'est important. Et réfléchis à qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil si tu as, toi, en tant que professionnel, si tu as 2 ou 3 conseils à leur donner, d'accord ? Très simple. Attends, ouais, très simple. Ce qu'il vient de dire, c'est ça le problème. Ouais, mais alors, en tout cas, simple dans le sens compréhensible. Ouais. D'accord ? Tu viens de dire un truc qui est important parce que qu'en gros, la bouffe, ça a une incidence sur le psycho, mais pourquoi et comment, en fait ? C'est très simple. La bouffe, c'est de la biologie. Tout à fait. Qui rentre dans votre organisme. Et une réponse ? Il y a une réponse physiologique. Dans la physiologie, il y a la notion d'hormone. Tout à fait. Et l'hormone a une incidence sur le nerveux. Exactement. Comme sont des boucles interactionnelles. Donc, à partir du moment où tu mets de la biologie dans un système biologique, il y a des réponses biologiques, physiologiques, neurophysiologiques et, in fine, nerveuses. Donc, forcément, c'est comme ça que tu as des interactions avec le psy. D'accord ? Après, je te demanderai si tu as 2-3 cas que tu as vu vraiment évoluer. Oui. Tu commences par les cas ou par les 2-3 conseils ? Qu'est-ce que t'en dis ? Les 2-3 conseils, ça serait d'un point de vue alimentaire, essayer de manger le moins transformé possible, voire pas du tout. Tu sais, on revient un peu au régime paléo, il faut que ce soit le moins touché par l'homme. Donc à partir du moment où j'ai des pâtes, j'ai de la farine, j'ai de l'eau, j'ai de la levure, il y a la main de l'homme qui est intervenue pour arriver... Je crois qu'il y a une classification, je crois. Tout à fait. Il y a 0, c'est pas touché du tout. 1, je crois que c'est les pâtes, justement, quand tu as juste mis des ingrédients. C'est ça. Et toi, je crois que tu as le stade 4, où c'est là, c'est ultra chimique, ultra machin. Et je crois qu'une grosse partie... Dans le McDo, t'es en 8, quoi. Pour moi, t'es en 18. Mais non, mais c'est une catastrophe, parce que là, t'as toute une génération qui jure que par les fast-food. Tu vois que ça à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu sors dans la rue, après, moi, le problème, c'est que j'ai un regard qui est un petit peu différent, on va dire. Mais tu vois, la dernière fois, cet été, j'amène mon fils à la piscine. Quand je vois des gamins de 12 ans, 13 ans avec des seins, je te dis, putain, mais merde, le gamin, il y a eu une telle réponse hormonale qu'il a les glandes mammaires qui ont poussé, il a un début de gynécomastie. Alors, ça veut dire justement qu'il y a une baisse de testostérone, qu'il y a une augmentation d'œstrogène. Tout à fait, oui. Ok. Donc, mais ça, c'est le gamin, on l'a pas mis dans un radiateur, c'est ce qu'il a ingéré. Bien sûr. C'est pas ce qu'il a respiré, c'est pas. Donc, c'est là où il faut prendre conscience de l'impact de ce que je vais ingérer. J'ai eu une maman, une fois, pareil, qui est arrivée, je dis, votre gamin, il part en gynécomastie. Elle m'a dit, mais comment c'est pas possible, on mange. Je dis, non, vous pensez bien manger, vous pensez bien nourrir vos enfants, mais malheureusement, vous vous trompez. Donc, dans un premier temps, manger le moins transformé possible. De 2, et il va falloir moins manger. C'est paradoxal, mais on fait partie des 30% de la population mondiale où on mange 3-4 repas par jour. Notre organisme, il n'a pas évolué aussi vite. On n'est pas fait pour manger autant. On nous a codifié des temps de repas, petit déjeuner, midi et ainsi de suite. Mais techniquement, voilà. Je ne vais pas rebondir sur le jeûne intermittent, mais voilà, ça a des vertus, etc. Mais pour moi, on mange trop souvent et en trop grande quantité. Est-ce que j'ai besoin d'aller aussi loin dans la satiété ? Non. Par contre, on est bien d'accord que tu ne parles pas de restriction. Non, pas du tout. Voilà. Rien à voir. Strictement rien à voir. Non, mais je fais exprès. Je fais vraiment exprès, tu vois, parce que on est vraiment sur les bien manger, mais voilà. Si c'est pour finir sur le canapé à plus bouger devant Netflix,
Bah, là, t'as trop mangé, mon grand, tu vois. Donc, il faut que tu puisses bouger derrière. Donc, ça serait le deuxième point. Et tu m'en as demandé 3. Ouais, si t'en as un, ouais. Ouais. Je sais que moi, j'aime bien. Et le troisième, ça serait l'hydratation. Ou même pas, je dirais, éviter tous les aliments inflammatoires. Ah, ça c'est important, on n'a pas parlé ça. Ouais. Tu l'as dit au début, je t'ai dit attends, on reviendra là-dessus. Merci, tu reviens. Ça signifie quoi et qu'est-ce qui se passe? Alors, un aliment inflammatoire, par exemple, un excès, par exemple, de viande. Bon, toi, tu es végétarien, végétalien? Je suis vegan, moi. Ouais. Vegan. Je bouffe des œufs une fois de temps en temps. Ouais. Voilà. Si tu veux, par exemple, trop manger aujourd'hui, on te dit attention, il ne faut pas manger trop de viande rouge, etc. C'est juste que tu vas, à un moment donné, avoir un excès de fer qui va forcément créer une inflammation dans l'organisme. Ça va se passer où? Ça va se passer dans le système digestif. Plus je vais inflammer mon système digestif, plus je vais venir altérer la muqueuse. D'accord. Je vais venir perturber ma flore intestinale. D'accord. Donc je peux avoir des gènes, ou pas forcément. Hein. Et au fur et à mesure de cette inflammation, je vais avoir des informations qui vont remonter et je vais avoir un impact, j'ai envie de dire, psychologique. C'est-à-dire que plus je vais avoir... Il y a un docteur qui s'appelle... je crois que c'est... putain, j'ai un trou de mémoire. Bref, qui avait fait une étude qui s'était rendu compte que 4 à 8% des patients qui avaient suivi une alimentation méditerranéenne, d'accord, c'est-à-dire un bout de viande blanche, des légumes, un tout petit peu de féculents. De l'huile d'olive. Exactement. Des grillades, des pâtes. 4 à 8% avaient réduit leur anxiété, leur stress chronique, et ainsi de suite. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a une interaction entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe dans l'estomac. Donc si tu commences à respecter ce qui se passe au niveau de ton estomac, peut-être que ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer. Non, mais en tout cas, ça a forcément des effets de balance et d'interaction. Exactement. Bien sûr. Voilà. Et par contre, ce qui est depuis important- 2005, on dit que c'est le deuxième cerveau. Tu as autant de connexions Nerveuses, bien sûr. nerveuses à l'intérieur de ton système digestif, au sens large du terme, que dans ton cerveau. Et voilà, et ça c'est vraiment important. Encore une fois, c'est complètement différent d'avoir une prise sur son alimentation que de se restreindre pour perdre du poids. Ça a strictement rien à voir. Là, c'est... Moi, tu utilises le paradoxe, Ouais, vas-y. c'est que tous les gens que j'ai en diète, que je suis, tous, au début de la diète, m'appellent au bout de 2 semaines, Face, je peux pas finir les repas. Paradoxalement, Ouais. ils perdent du poids. Donc, c'est que le problème, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que tu vas mettre, d'accord? Et bien évidemment, on va calculer les macros, on va calculer l'apport calorique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça va être plus qualitatif et moins. On va pas être dans la restriction. Pour moi, un régime restrictif sur la longueur, il fonctionne pas. Bah, Parce que à un moment tu donné, flingues tes balances hormonales à un moment ou à un autre. donc tu as ça, tu crées des frustrations, où des gens ont peur, j'ai faim, ici. Non, c'est pour moi, voilà. Et comme j'explique aux gens, à chaque fois, mon objectif, c'est que au moins à moyen terme, vous puissiez être autonome. Donc, j'accompagne les gens pour, entre guillemets, les éduquer. Dire ça, tu peux pas le manger, point. Non, ça, tu peux pas le manger parce que tu vas avoir tel impact hormonal, il va se passer ça chez toi. Ah oui, c'est pour ça qu'à 16h, je suis fatigué. Là. Oui, bah parce qu'en fait, quand tu manges ton Kinder Maxi avec ton fils et que tu bois un verre de jus d'orange, etc., bah oui, bah forcément, il y a un impact. Donc l'objectif, c'est au fur et à mesure d'éduquer les gens pour leur faire comprendre l'impact, ce que je disais tout à l'heure, l'impact de ce qu'ils ingèrent, et au fur et à mesure se dire bon bah ça il faut que je fasse gaffe, ça non c'est pas trop, et du coup tu vas revoir ta manière de faire les courses, tu vas revoir ta manière de manger au restaurant, voilà, tout simplement s'éduquer. Voilà, ça serait le dernier conseil. Le dernier conseil. Comment on sort des TCA? Et là, je vais mettre ma casquette de thérapeute. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de protocole d'hypnose, il n'y a pas de protocole de PNL, il n'y a pas une méthode toute faite. Je viens de l'hypnose, donc moi, des anneaux gastriques virtuels, des je vous fais arrêter de manger en une séance, je vous fais perdre 10 kilos en 3 mois, j'en ai entendu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Par contre, il y a une manière de s'en sortir.
la manière, c'est toujours la même, c'est quoi la blessure? C'est qu'à un moment donné, ce qu'il faut questionner, c'est ma relation à la nourriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma relation à la nourriture est déterminée par justement mes zones de sécurité, mes zones d'insécurité, par mes blessures. À un moment donné, si j'ai des comportements d'anorexie, c'est qu'à un moment donné, le contrôle que j'ai sur la nourriture et la privation, ça a un impact positif sur moi. Et si c'est devenu une solution, c'est que derrière, il y a un problème à régler. Et à un moment donné, c'est là où je m'inscris en faux avec beaucoup de courants de thérapie brève, etc. C'est que on ne peut pas... Enfin, moi, les gens qui viennent me voir pour des problèmes de troubles du comportement alimentaire, très, très rapidement, je leur dis, en fait, je m'en fous de la bouffe. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est la bouffe, demain, ça peut être autre chose. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait blessure. Dit autrement, c'est que toute addiction est une tentative de problème relationnel. Toute addiction vient combler un vide. Et moi, c'est ce vide qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le schéma traumatique derrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce que j'ai vécu, j'ai eu une blessure qui m'a poussé à trouver cette solution pour tenir. Et le côté de la nourriture, c'est un doudou, ou juste je prends ça pour combler émotionnellement, c'est trop simple en fait. C'est beaucoup trop simple. D'accord ? Je mange parce que je me sens fatigué. C'est beaucoup trop simple. Alors oui, si ça arrive une fois de temps en temps, machin, mais si quand je sors du boulot à 17h, je me sens fatigué, je m'envoie 50 pains au chocolat, non, tu fais pas ça parce que juste tu es fatigué en fait. C'est que ça vient combler quelque chose. Et donc la manière de s'en sortir, il va falloir aller travailler sur ce schéma traumatique. Comment on travaille sur ce schéma traumatique ? En tout cas, en thérapie incarnée, comme nous on le fait, on va passer par le corps, par ce que vous ressentez. Et l'objectif, ça va justement d'aller au niveau de ce tronc cérébral, de ce cervelet, d'arriver à faire en sorte de réapprendre, de changer ma relation à ce danger-là, ma relation à la nourriture pour pouvoir avancer. Par contre, attention, moi les gens qui viennent me voir, je leur dis, si vous comptez sortir d'une anorexie qui date depuis je ne sais pas combien de temps, d'une boulimie en 2 séances, venez pas me voir. Alors, je vais pas vous voir pendant 20 ans en raison d'une séance par semaine, mais il y a du boulot à faire, il y a des choses à aller voir. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, on va aller dans des traumas souvent complexes et qu'il va falloir bosser. Il va y avoir des émotions à poser, il va y avoir des vulnérabilités à Ils sont pas traverser. forcément prêts après. Non, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, c'est important de savoir ce qui se joue. Tu vois, là, la nana dont je parlais tout à l'heure dans l'histoire, elle est terrifiée à l'idée d'être seule en fait. Elle, sa problématique à elle, c'est pas la nourriture. En fait, sa terreur, c'est d'être seule, c'est d'être laissée, d'être abandonnée. Et donc, dès qu'elle va vivre un truc où potentiellement elle va pouvoir toucher le vide de la solitude, ça la fait décabaner, en fait. Et donc, tant qu'on n'aura pas travaillé le fait qu'elle arrive à se sentir en sécurité dans la solitude, tant on ne sera pas allé sur cette blessure quand elle était petite, d'arriver à la guérir. Et là, on est en train de le faire. Et là, depuis 2-3 séances, elle commence à bouger. Alors, pas aussi vite que ce qu'elle voudrait, mais ça bouge. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, les gens qui viennent me voir, ça, c'est leur périmètre de liberté. En gros, ils sont là, et dans ce périmètre-là, ils sont en vie. Dès qu'ils arrivent sur la limite, ils sont en mode survie. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bloqués là-dedans. L'objectif de la thérapie, c'est de passer de là à là. Sauf que on va pouvoir passer de là à là pour certaines personnes d'un coup. Il y a des gens, ça va être d'écran. Il y a des gens, ça va aller plus ou moins vite. Et puis, il y a des gens, ils vont faire ça, mais c'est déjà une victoire. L'objectif, encore une fois, c'est d'augmenter mon terrain d'exploration, d'augmenter les moments où je suis vivant. Ça veut dire quoi ? D'augmenter les moments où mon tronc cérébral, mon cervelet, passe pas en mode danger. Donc, ça veut dire guérir mes blessures et travailler de la sécurité. Moi, si j'ai qu'un conseil à vous donner sur les troubles du comportement alimentaire, sans vous dire allez travailler sur vous, c'est déjà réfléchir à cette notion de sécurité-insécurité. Qu'est-ce qui me met dans l'insécurité ? Déjà, si vous connaissez, si vous arrivez à être... Identifié. Vous allez commencer à comprendre vers quel ennemi, contre quoi vous vous battez. Et arriver à trouver, ok, qu'est-ce qui me donne de la sécurité ? Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité ? Pas pour créer de la dépendance vis-à-vis de ça, mais que vous commenciez à travailler vos liens aux autres, mon lien à moi-même et mon lien au monde. Et parce que vous allez commencer à identifier ça, déjà ça va commencer à changer.
Sortez également du contrôle sur le contrôle. Une personne qui vient me voir avec des troubles comportement alimentaire et qu'en plus de ça, elle essaye de faire des programmes alimentaires, des machins, c'est mort. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'aime bosser avec Faye, c'est que par contre, derrière, quand on va travailler, lui, il va relâcher la pression, il va leur dire, attends, tu sais quoi, tu m'arrêtes, j'ai une connerie, mais plutôt, on va arrêter d'essayer de contrôler, on va essayer de manger autrement. Et là, c'est déjà différent. Bref, c'est toutes ces pistes et toutes ces voies qu'on va essayer d'explorer. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Tu m'avais demandé un cas concret. Oui, vas-y. Et attends. Et si vous avez des questions, posez-les là maintenant, comme ça on va y répondre. J'ai vu qu'il y en avait une. Cindy en a posé une. Si vous en avez d'autres, posez-les. On répondra un peu plus en détail, hein, parce que l'idée c'est de. Que tu dois avoir sûrement. Syndrome prémenstruel. Ouais. Voilà. En gros, j'ai une fille un jour qui débarque et qui vient me voir dans un premier temps pour un problème de poids. Et je suis à des années-lumière de savoir qu'elle a ce type de problème-là. Et donc on met en place, donc, comme je le fais toujours, on essaie de mettre en place une diète la plus saine possible. Et j'essaie de l'accompagner sur ses objectifs de poids. Sauf qu'il s'avère qu'elle souffre depuis l'adolescence d'un trouble prémenstruel grave. Ouais. Donc elle a vu des psys, elle a été sous antidépresseurs. Ça n'a jamais fonctionné. Elle a été sous des régulateurs d'humeur, ça n'a jamais fonctionné. Et en fait, au bout de 3 mois, elle me dit, j'ai plus aucun symptôme. Et en fait, on s'est rendu compte, donc elle m'a mis sur un groupe où il y a plusieurs cas, enfin c'est un groupe Facebook et compagnie. Et j'ai dit, attends un peu, parce que j'ai pas envie d'être qu'on m'appelle 50 fois, mais en fait, en gros, on s'est rendu compte que plus elle avait une alimentation saine, moins elle avait d'inflammation et moins elle avait ce symptôme prémenstruel. Quand je dis grave, c'était on-off. C'était mais avec un état de conscience, c'est-à-dire putain, je suis au plus mal physiquement. Si je peux me jeter de la fenêtre, je me jette de la fenêtre. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que vraiment, j'en reviens là-dessus, c'est l'alimentation est venue l'accompagner sur ces symptômes-là. Après, ce que je disais tout à l'heure, on parlait de l'estomac qui est le second cerveau. On a quand même une connexion, mais là-dessus je voulais rebondir aussi, c'est qu'on peut avoir une connexion dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux avoir un problème là-haut, comme tu l'expliquais tout à l'heure, entre guillemets, et qui va descendre vers l'estomac. Et je vais avoir besoin de combler par une alimentation très grasse, très sucrée et compagnie. En fait, tu as le nerf vague qui fait le taf et qui fait la communication. Mais je peux avoir le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que de par mon alimentation, au fur et à mesure, je vais faire remonter des informations qui vont créer des problèmes. Pour moi, ceci étant dit, ça reste en lien. Ouais. Voilà. Mais là où moi ça dépasse mon domaine de compétence, c'est quand vraiment il y a un passif, soit relationnel, soit familial ou autre. Et c'est là où je suis amené à intervenir, à te passer la main entre guillemets. Voilà. Mais c'est pour dire vraiment et que les gens prennent conscience derrière l'écran. Encore une fois, je le redis, il faut vraiment se rendre compte de l'impact de ce qu'on ingère. Voilà. Aujourd'hui, à minimum, on mange 2 à 3 fois par jour. Donc, si on fait ça pendant 20 ans à manger de la merde, il ne faut pas s'étonner. Après, ça dégonfle, bien sûr. On a 2 questions. Allez. Je pense qu'elles seront... Il y en a une qui est forcément pour toi, l'autre pour tous les deux. Est-ce que vous conseillez le jeûne chrono? Tu sais ce que c'est le jeûne chrono? C'est le jeûne intermittent. Il y a marqué vraiment jeûne chrono. À mon avis, est-ce que c'est le jeûne intermittent? Non, je pense pas. pas. Parce que je connais la chrononutrition. Ah, chrononutrition, mais non, ça me dit rien. Non. Je regarde. Ouais. On va regarder, mais... Et la deuxième question? La deuxième question, c'est... Il y a une personne qui me dit « Mon ado fait parfois, après le sport, du jeûne. Elle dit « J'ai pas faim après le sport, mais je vois qu'elle voit que son corps change. » Alors, de ne pas avoir faim après le sport, c'est tout à fait normal. Attends. La question, c'est comment l'aider à ne pas partir dans des travers d'addiction de trop ou rien? Non, alors on est bien sur la chrononutrition et non pas le jeûne chrono. C'est pour ça que je ne comprenais pas.
Alors, chrono ou... Tu commences par le chrono et on prendra. Alors, vas-y, commence, autant pour moi. Ok. Donc La question, c'est, pardon. La question c'est. Ok. La question c'est comment cette jeune fille fait du sport. Après le sport, elle veut pas manger. Ok. La dame me dit, apparemment, sa fille voit que son corps change. Et sa question, c'est comment je fais pour l'aider à ne pas partir dans des travers d'addiction de trop ou de rien. Toi, déjà, t'en penses quoi? Moi, j'ai mon idée, mais toi, t'en penses quoi? Alors, après le sport, de ne pas avoir faim, c'est quasiment normal. C'est-à-dire qu'on a une sécrétion de gréline qui, à un moment donné, va venir créer une satiété. Donc, ne pas avoir faim, j'ai envie de dire, c'est normal. Après, ne pas manger volontairement, après une séance de sport, là où il faut régénérer l'organisme, c'est complètement contre-productif. Donc après, je ne sais pas quel sport elle fait, mais dans tous les cas, il faut absolument, si elle veut... Un minimum de glucides, protéines, quoi. Ouais, les trois, les trois, protéines, ouais, glucides, ouais. Lipides, mais... Même quitte à se faire dans des petites quantités, mais le faire quand même. Tout à fait. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le sport, encore une fois, il faudrait qu'on sache ce qu'elle fait comme sport, mais elle va plus traumatiser l'organisme qu'autre chose, en fait. Donc derrière, il y a la phase de réparation qui va... voilà. Donc manger derrière, c'est indispensable. Elle fait de la boxe. Elle fait de la boxe. Bon, Vous avez un spécialiste. Là, c'est ton sport. Indispensable. Ouais. Alors, la boxe, bon, moi, j'en ai fait pendant 11 ans et j'ai connu tous les rouages de la boxe. Il y a quand même un vrai problème dans la boxe. Alors voilà, il y a un gros problème sur les catégories de poids, les machins, les trucs. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des trucs de fou. Aujourd'hui, bon, là, j'en suis 3. J'ai 3 boxeurs, dont un qui a déjà fait les Jeux Olympiques et qui a été médaillé. Et je salue Sofiane. Le gros problème aujourd'hui, c'est que dans la boxe, ton objectif, c'est le poids au détriment de tout le reste. Ouais. C'est-à-dire que tu vas arrêter de te nourrir, tu vas arrêter de t'hydrater pour arriver au poids sur la balance, mais au niveau performance, il ne va plus rien rester. D'accord. Donc bon, là, on est vraiment dans le monde professionnel. Mais moi, sur les boxeurs que je suis, des fois, ils me contactent un mois avant un combat et je dis non. On prépare, on planifie 3 mois avant, on va vers le poids progressivement. Il est hors de question de perdre 10 kilos en une semaine à l'échéance du combat. Donc sur un sport aussi traumatisant, indispensable de manger après l'entraînement. Indispensable. Alors moi je vais répondre du côté psy, comment l'aider à pas partir dans des travers de trop ou de rien. Il y a pour moi 2 choses. La première, comme l'a dit Face, si c'est juste j'ai du mal à manger après l'entraînement, on va essayer de discuter avec elle pour lui dire ok, t'as du mal, mais mange quand même un minimum ça pour récupérer si tu veux être performante. Par contre, après, ça va être plus une observation du global. C'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas juste après le sport en fait pour moi le problème. Ça va être dans tous les jours. Est-ce que mon poids est une obsession? Est-ce que j'évite certains aliments? Il y a son image, parce qu'elle dit, elle voit que son corps change. C'est ça. Et du coup, ça la conforte de ne pas manger. Donc c'est ce genre de choses-là où il faut faire gaffe. Et après, encore une fois, la problématique de la boxe, et Dieu sait que j'adore la boxe, moi aussi je viens des sports de combat. Le problème, c'est que y a des entraîneurs qui mettent énormément la pression sur le poids, et ça en vient à traumatiser certains. Tu sais avec qui j'ai travaillé, j'avais un boxeur, moi le mec il allait courir tous les jours en kawaii, en machin, en truc comme un gaga, il buvait pas, donc il dégageait que de la flotte, des sels minéraux, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, c'est d'avoir une lecture globale en fait de ce qu'elle est en train de faire. Et d'avoir une vraie discussion à un moment donné sur c'est quoi l'objectif. Si vous voyez qu'effectivement ça mange de moins en moins, ça trie vraiment des aliments, ou il y a une vraie visée de perte de poids et qu'elle est grande, là il va falloir avoir un vrai questionnement de c'est quoi l'objectif pour comprendre ce qu'il y a derrière. Si par contre il y a une visée de performance, ça va être encore différent. Mais là, dans la performance, il va falloir l'entourer de bonnes personnes. Là, c'est pas la bonne stratégie. Ouais, mais par contre, il va falloir l'entourer de bonnes personnes. Parce que moi, j'ai vu plein de sportifs de haut niveau dans une visée de performance. C'était pas je veux maigrir pour maigrir, mais dans une visée de performance, faire plein de trucs où ils se mettaient en danger. Et dans ces moments-là, effectivement, ça va être s'entourer de personnes qui ont un peu un bagage là-dessus. Et voilà. Mais la première des choses, voilà, je reviens, c'est observer la globalité. Et après, discuter avec elle dans ce qui se passe, dans ce qui se joue, et de connaître véritablement quelles sont les motivations et le lien à sa nourriture. C'était pas de la chrononutrition, c'était bien le jeûne intermittent. T'en penses quoi? Moi, je suis friand, donc...
Alors jeûne intermittent, bien, il faut qu'il soit bien calculé dans le sens, il faut les bons apports puisque forcément on va jeûner une bonne partie de la journée ou une bonne partie de la soirée. L'inconvénient, si c'est mal maîtrisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir une dénutrition entre guillemets. Et ensuite, il faut aussi respecter l'horloge biologique. Si je fais un jeûne intermittent, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, jeûne intermittent, en règle générale, c'est je mange sur 8 heures et je jeûne sur 16 heures. C'est ça. D'accord. Et après, la fenêtre, ça peut être je mange de 8 heures à 16 heures, ça peut être je mange de 16 heures à 22 heures. La fenêtre, elle bouge en fonction justement de ce que vous faites. Et il y a même des gens qui font des jeûnes intermittents sur 4 heures. Donc, il y a plein de manières de faire. Attention, ne le faites pas n'importe comment, faites-vous encadrer. Voilà. Donc, ce que je disais au niveau de l'horloge biologique, si par exemple, tu as une personne qui fait sauter le petit déjeuner, elle va jeûner jusqu'à 13 heures, elle aura ingéré son dernier repas la veille. Si à 13 heures, elle met dans l'assiette que des féculents et qu'elle fait exactement la même chose le soir, voilà, faut pas s'attendre à des résultats. En fait, en gros, quand je dis respecter l'horloge biologique, c'est que au plus on avance dans la journée, au plus le métabolisme ralentit puisqu'on va aller vers le repos. Si au fur et à mesure que j'avance dans ma journée, j'ingère en quantité encore plus importante avec des aliments, avec des index et des charges glycémiques encore plus importantes, je pense pas que la personne aura le résultat escompté. L'objectif du jeûne intermittent, c'est quoi? C'est en ne mangeant pas, je vais augmenter la sensation de faim, je vais augmenter la gréline, je vais augmenter ce qu'on appelle l'hormone de croissance qui va augmenter la masse musculaire et réduire le tissu adipeux puisque à un moment donné on va attaquer les graisses. Mais il faut que je le fasse de manière saine et calculée. Mais je pense que il y a différentes méthodes et le mieux c'est d'être encadré là-dessus. C'est ça. Et alors, il y a une chose qui est importante sur le jeûne intermittent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent jeûne intermittent, c'est je mange moins. En fait, non. Le jeûne intermittent, c'est je mange exactement la même quantité que je mangeais sur la journée, sauf plus restreint. Donc le problème pour certaines personnes, enfin moi je l'ai fait le jeûne intermittent, je l'ai fait pendant 2 ans. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai arrêté à un moment donné, mais je l'ai fait pendant 2 ans. Je vous garantis que quand vous mangez sur une plage de 8 heures, les repas, ça envoie du steak. Quand vous devez vous ingérer 1200 calories sur un repas, il faut gammer les... Après, tu as le système digestif qu'il va falloir s'adapter. Il faut du temps, ça se fait Si je mange le soir et que je mange en grande quantité, que je suis 1 heure ou 1h30 avant d'aller me coucher, je vais avoir une perturbation au niveau du système digestif. Donc, c'est comment dire, multifactoriel. Il faut vraiment prendre tous les éléments en considération. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'être encadré plutôt que de surfer sur le net. Moi, je l'ai fait le jeûne intermittent pendant 2 ans. Pourquoi je l'ai arrêté? La problématique, c'est que je m'entraînais jamais à la même heure. D'accord. Je m'entraînais un coup le matin, un coup le soir, un coup le matin. Et déjà, de manière générale, c'est assez important, je pense, d'avoir une régularité. Parce que ton corps, il aime ça à un moment donné. Mais là, moi, le problème du jeûne intermittent, c'est que je mangeais, en règle générale, je crois, si je me souviens, je mangeais de 10h30 à 16h ou 18h, je crois, un truc comme ça, je montais déjà là. Le problème, c'est que quand j'allais le matin au CrossFit, j'étais explosé, surtout quand on avait des séances de sport, c'était très compliqué quand j'allais dans le rouge. Et le soir, quand je m'entraînais, des fois, j'étais un peu trop ballonné. Et en fait, j'arrivais pas à adapter ma plage, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté. Mais ça peut être très intéressant, mais encore une fois, il faut être encadré. Il faut que ce soit bien calculé. C'est ça, et c'est pas du régime en fait. C'est une autre manière d'approcher la nourriture. Dernière question. Comment vous traitez les TCA pour les personnes qui ont des troubles de l'attention et beaucoup d'impulsivité? Je suis en pleine dedans. C'est-à-dire les troubles de l'attention... T'es en plein dedans toi? Non, moi j'ai mon fils qui c'est le cas, et puis je le vois quotidiennement. C'est un enfant de quel âge, dit ou pas du tout? Non, il précise pas. Okay. Si jamais il pouvait préciser. Bon, déjà, au niveau alimentation, si je peux me permettre, il faut vraiment être, essayer d'apporter une alimentation le plus qualitative possible. Si vous avez un gamin... c'est une hyperactivité, c'est ça. Trouble de l'attention. Trouble de l'attention, il n'y a pas forcément. Il y en a qui sont hyperactifs. Dans le trouble de l'attention, dans tout ce que tu le vois sur le 4 heures des gamins qui sortent de l'école où tu as la brique de jus d'orange avec un gâteau industriel et compagnie. C'est rempli d'activités. C'est un adulte.
C'est un adulte. Ouais. Donc, bon, pour moi, l'alimentation, il faut que ce soit le moins transformé. C'est prouvé par A plus B que les additifs accentuent les troubles de l'attention. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, essayer d'avoir une alimentation, une alimentation la plus saine possible. Et après, le reste, c'est ton volet à toi. Ouais. Alors, je te rejoins sur l'alimentation. Alors, moi, quand j'entends ça, trouble du comportement alimentaire, trouble de l'attention, impulsivité, j'ai une petite alarme qui s'allume en moi. Et la première question en tant que thérapeute que je me pose, c'est quoi le lien ? Ça fait une quinzaine d'années que je fais ce taf-là. Et en règle générale, quand une personne vient avec du multisymptôme, c'est rarement des trucs. Souvent, il y a un truc au milieu qui génère tout ça. Et à un moment de l'impulsivité, à un moment donné du trouble de l'attention, c'est que j'ai mon système sympathique qui est pied au plancher en permanence, je suis dans la réactivité, je suis dans l'hypervigilance, c'est qu'il y a de l'insécurité, s'il y a de l'insécurité, il y a des traumas complexes en règle générale derrière, il y a certainement des troubles de la relation ou des troubles de l'attachement quelque part, je fais des hypothèses, encore une fois, je dis pas que c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on va aller. Et là où je suis d'accord avec Face, c'est que derrière, pas de régime. Mais par contre, effectivement, je m'en fous des quantités que vous mangez. Mais on va commencer à déjà, et peut-être descendre un peu les sucres, monter. Parce que ça va avoir aussi une incidence sur la chimie là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai travail de thérapie sur, encore une fois, elle est où mon insécurité et qu'est-ce qui fait que... hier, j'ai vu une vidéo passer, alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport, mais un chien qui était impulsif. Je vois beaucoup de vidéos sur des éducateurs, etc. Ah, le chien était hyper impulsif. En fait, vous regardez, il a été battu, il a été enfermé, il est impulsif. C'est qu'à un moment donné, ça parle de mon rapport au monde et de mon rapport aux autres, quoi. Donc c'est que je suis en hypervigilance et que pour ma manière de survivre, c'est la colère. Donc s'il y a ça derrière, c'est qu'il y a une blessure quelque part et c'est ça qu'il va falloir traiter. Voilà. On a les dates de questions. Compensation dans l'impulsivité, dans ce cas, l'anxiété par la nourriture et dans le cas présent, attachement désorganisé. Alors effectivement, si attachement désorganisé dans l'arrière-boutique, ça vient juste illustrer tout ce que je viens de dire. C'est la même personne ? Ouais, c'est la personne. Déjà, attachement désorganisé, 99,99% de chances qu'il y ait de la maltraitance ou des choses comme ça, des abus pendant l'enfance. Donc c'est là qu'il faut aller en priorité, bien entendu. Et la personne, elle va balancer entre des troubles anxieux et des troubles compulsifs, réactionnels, impulsivité, ce qui est complètement normal. Donc si moi je reçois cette personne, le premier travail que je vais faire, c'est qu'il va falloir qu'elle se sente en sécurité avec moi, parce que la personne en règle générale qui a des troubles d'attachement désorganisés se sent en sécurité avec personne. Et donc le vrai premier travail, ça va être comment je travaille sur la relation. Ça va être un peu rock'n'roll et c'est là-dedans qu'il va falloir aller. Et effectivement, je m'appuierai bien aussi à côté de ça par comment je me réapproprie au moins le lien à la nourriture. Voilà, j'espère qu'on a à peu près répondu dans les grandes lignes à ce qu'on avait à vous dire. Mon pote, on a pété le chrono, on devait faire une heure, on a fait 1h28. On pourrait continuer. Moi, ça va bien plus, je te réinviterai bien. J'ai un ou deux trucs dans la tête, je ferai bien. Dis-nous ce que vous en pensez. Ouais, dis-nous ce que vous en pensez. Je ferai bien un Viens voir le doc sur le mouvement. Tu veux ? On s'amuserait à faire un truc sur le mouvement, peut-être un de ces quatre. Avec plaisir, merci Cindy. On va clôturer, on pourrait vous en parler encore pendant des heures. Est-ce que toi tu as une actu ou est-ce qu'on peut te trouver c'est ta minute promo. Ok. Enquille la patate maintenant. Alors, moi on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Je sais pas si on peut partager ou pas. On va pouvoir. Ouais, grave. Bon, c'est What Face Doing, que fait Faisal. Pour ceux qui parlent pas anglais. Bon, vous verrez sur ma page essentiellement de la préparation physique, de la nutrition. Je poste pas trop ma tête sur les écrans. Je suis pas trop voilà. Donc je serais peut-être amené à le faire et voilà. Donc si vous voulez, ou sinon vous pouvez me trouver à Melting Box à la Garde, salle de CrossFit. Dans le 83. Voilà, dans le 83, pardon. Où je coach toute la semaine. Voilà. Super. Moi, j'ai 2 infos à vous donner.
2 infos à vous donner. La première, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de la formation qui démarre dans un peu plus d'un mois maintenant, non, un mois maintenant. Il me reste une place de formation. Donc, si jamais vous voulez venir être formé à la thérapie incarnée, une thérapie psychocorporelle sous hypnose qui met véritablement le corps au centre de la thérapie, il en reste une pour 2025, c'est maintenant. Et la deuxième chose, c'est un peu avec émotion que je vais vous annoncer que j'arrête les soirées du vivant. Il y a pas mal de personnes qui m'ont suivi sur mes conférences depuis maintenant bientôt 10 ans. Avant, c'était les soirées de la conscience, puis ça a été les soirées du vivant. On a fait le calcul avec Olive. Je crois que je suis à près de 50 soirées, 50 conférences uniques que j'ai données. Ça a été une décision un peu compliquée à prendre, mais on a décidé d'arrêter les soirées du vivant. Donc la dernière soirée du vivant aura lieu le 23 janvier 2026. Si vous voulez être là pour cette grande fête, n'hésitez pas, je vais le publier sur les réseaux. Et vous, vous doutez bien que si j'arrête les soirées du vivant, c'est qu'on a d'autres projets derrière qui arriveront. Mais voilà, je voulais l'annoncer en priorité à ceux qui sont là. Ce sera la dernière le 23 janvier, donc n'hésitez pas à être là. Merci à toi pour ton temps, mon pote. Merci tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Encore une fois, c'est ma rengaine à moi. C'est la phrase que je répète encore et encore. À force de survivre, on oublie de vivre. Moi, je ne vous souhaite pas d'être fort, je ne vous souhaite pas d'être performant, je ne vous souhaite pas de réussir. Je vous souhaite d'être vivant. Donc, soyez vivants et à très bientôt. Bye bye. Ciao.